C'est encore et toujours un réel plaisir de vous retrouver, Madame, Messieurs, dans le cadre de votre livraison environnementale Vert Info, cette émission qui vous permet d'entrer en contact avec l'actualité environnementale et du développement durable. Retenez en tout cas ces dates du 10 au 13 juin 2025. Kinshasa va accueillir la deuxième édition du forum du bassin du Congo. Les ressources en eau seront donc mises en exergue ici à Kinshasa. Le directeur du Centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo, le professeur Raphaël Chimanga, en parle dans une de nos productions que nous avons animées dernièrement. Il appelle donc les Quinoises et Quinois, les Congolaises et Congolais et tous les autres amoureux des ressources en eau à participer à ces grands rendez-vous sur les questions des ressources en eau du bassin du Congo. Ces ressources en eau qui doivent en tout cas contribuer au développement de la République démocratique du Congo, les ressources en eau ou l'eau douce ayant une valeur économique. Regardez. Du 10 au 13 juin 2025, à Kinshasa, on aura un grand rendez-vous, celui du Forum du bassin du Congo, et dont le thème principal est sur le développement des potentiels services des ressources en eau en vue d'atteindre le développement durable dans le bassin du Congo. L'eau a une valeur, l'eau douce a une valeur économique dans tous ses usages. L'eau devrait être considérée comme un bien économique. Il est temps que nous puissions changer le paradigme, que nous puissions voir la valeur économique qui se trouve dans l'eau et mettre en place des politiques, des stratégies afin que nos nations, et surtout la République démocratique du Congo, puissent se développer à partir du secteur des ressources en eau. Ce secteur, ce que nous appelons service des ressources en eau, dont l'eau et l'énergie, l'eau et la navigation, l'eau potable, assainissement, l'eau, irrigation et aménagement hydro-agricole pour la sécurité alimentaire. Et il y a des services sociétaux qui sont offerts, qui demandent un cadre de gouvernance. Et il y a des services, beaucoup de services environnementaux. Et c'est autour de ces services que nous allons discuter pour voir quelles sont les données disponibles, quelles sont les informations que nous pouvons partager, quelles sont les technologies dont nous pouvons bénéficier du transfert, puisqu'il y aura aussi des échanges de connaissances avec d'autres grands bassins fluvio-tropicaux tels que le bassin de l'Amazonie et d'autres bassins en Afrique, pour voir ce qui a été fait ailleurs et que nous pouvons aussi appliquer ici, puisqu'on ne va pas inventer la roue. Voilà ce que nous appelons les scientifiques. Nous appelons les décideurs, les professionnels, les acteurs, les industriels, les investisseurs. Venez pour que vous puissiez partager vos expériences dans le forum du bassin du Congo et voir comment est-ce qu'à l'issue de ce forum du bassin du Congo, nous pouvons mettre en place des stratégies de développement du secteur des ressources en eau dans nos pays. Il n'y a pas de forêt sans eau, tout comme il n'y a pas d'eau sans forêt. Les deux notions, en tout cas, sont liées intimement. Le groupe de travail forêt a organisé dernièrement une réunion de préparation du séminaire de parties prenantes pour réfléchir sur le processus de l'élaboration de la politique forestière nationale. Ce sera du 2 au 3 ou le 2 et 3 avril prochain, ici à Kinshasa. C'est un rendez-vous également à ne pas manquer parce qu'il faut doter la République démocratique du Congo, notre pays, d'une politique forestière nationale, le pays disposant d'énormes potentialités en termes de ressources forestières, et il faut que ces ressources forestières soient gérées de façon durable, et pour les gérer de façon durable, il faut donc une politique forestière nationale. Je vous invite à suivre ce reportage que nous avons réalisé avec ces commentaires de Bertin Kassiama. Depuis plusieurs années, la République démocratique du Congo peine à se doter d'une politique forestière nationale.
Et pourtant, la société civile environnementale congolaise ne ménage aucun effort pour des contributions significatives devant permettre à la RDC de se disposer de cette boussole pour une gestion orthodoxe des ressources forestières dont regorgent les pays. C'est l'essence même qu'il faut donner à cette réunion préparatoire du séminaire des partages d'informations et d'échanges sur les processus de la politique forestière en RDC. Organisée par le groupe de travail forêt GTF en sigle, cette activité rentre dans le cadre du projet de renforcement de la participation des parties prenantes au processus de la politique forestière nationale. Bienvenue Ngoy, coordonnateur du groupe de travail forêt GTF, donne les raisons de la tenue de cette réunion. Nous sommes dans le cadre d'un projet de renforcement de la participation de toutes les parties prenantes au processus d'élaboration de la politique forestière. Et donc pour nous, c'est important que la société civile, mais aussi toutes les parties prenantes, participent à l'élaboration de cette politique forestière. Et dans ce cadre-là, nous avons prévu à ce que nous puissions organiser un grand séminaire qui va regrouper les différentes catégories d'acteurs du secteur forestier et de la gestion durable des forêts, de manière à ce que nous puissions établir un contenu pédagogique. Concrètement, quelles seraient les matières favorables à une telle réunion et proposer une liste de participants et voir dans quelle mesure on peut créer des synergies entre les différents acteurs afin de faire des présentations communes. Et donc, du 2 au 3 avril, nous allons organiser ce séminaire sur les partages d'informations de toutes les parties prenantes sur les matières liées à l'élaboration de la politique forestière en République démocratique du Congo. Au cours de la réunion, il a été question de présenter les contextes du projet de renforcement de la participation des parties prenantes au processus de la politique forestière nationale mise en œuvre par le GTF grâce à l'appui Right and Resource Initiative RRI en sigle. Il a également été procédé à la présentation de la proposition du contenu pédagogique tout en répartissant les matières en programme indicatif du séminaire. Les parties prenantes ont été alignées dans le programme au cours de cette réunion préparant les 10 séminaires. Entre-temps, l'on se pose la question de savoir pourquoi la RDC peine toujours de se doter d'une politique forestière nationale. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus à la situation d'il y a 5 ans. C'est vrai que le code forestier a été promulgué en 2002 et que c'est le code qui oblige le gouvernement congolais d'élaborer une politique forestière. Et à ce jour, on peut saluer les avancées dans ce domaine. Il y a une cellule qui travaille, il y a un programme qui a dans son portefeuille l'élaboration de cette politique forestière. On a déjà produit un draft 0 qui est là, qui est en circulation. Et dans les prochains jours, ça sera les consultations. Ça, c'est le volet étatique dans le cadre du programme avec le programme de gestion durable des forêts. Et la société civile également est en train de voir dans quelle mesure elle peut contribuer efficacement. Donc, je suis optimiste. D'ici là, nous aurons une politique forestière. Et raison pour laquelle le groupe de travail forêt vient apporter son appui pour que finalement on puisse renforcer la participation et qu'on puisse finalement assister à l'adoption de cette politique par notre gouvernement. Certains experts s'inquiètent même de mettre la charrue avant le bœuf quand on sait que le code forestier n'est toujours pas modifié 23 ans après, alors que les travaux sur la politique forestière avancent. Bienvenue Ngoy pense qu'il n'y a pas péril en la demeure entre modification du code forestier et mise en place de la politique forestière nationale. Le processus de révision du code forestier avait déjà été amorcé, mais on a jugé bon de prioriser l'élaboration de la politique forestière par l'autorité, de sorte que les révisions, les matières de révision s'inspirent de cette politique-là. Parce qu'on avait un code forestier avant d'avoir la politique forestière. Donc pour le moment, l'autorité a privilégié à ce qu'on commence par la politique forestière. Et comme on avait déjà commencé les réflexions pour la révision du code forestier, rien n'est perdu. Et on va revenir pour, cette fois-là, entamer le sujet du contenu du code forestier. Ce sont les mêmes acteurs qui connaissent le contenu du code forestier, qui connaissent dans quel contexte ils ont élaboré ça. Et aujourd'hui, pris par la volonté et la détermination d'élaborer la politique forestière, ils vont tenir compte de tous ces éléments-là pour que les choses soient harmonisées.
Une politique nationale dans un secteur donné est considérée comme une boussole, alors que le secteur forestier n'a toujours pas cette boussole. Toutefois, la société civile environnementale, les groupes de travail forêt GTF est en première ligne pour réfléchir sur les voies et moyens afin de doter la République démocratique du Congo d'une politique forestière nationale. Parlons secteur de l'énergie à présent. Sachez que le Centre congolais pour les droits du développement durable, CODED, a organisé le lundi 24 mars 2025 une session d'échange sur la réglementation des énergies renouvelables en République démocratique du Congo. Le secteur, c'est vrai, il n'est pas encore en vogue, mais il fallait déjà le réglementer. Voilà pourquoi le CODED a proposé un projet de décret pour légiférer cet aspect des choses, et le gouvernement avait également en son temps fait un projet de décret en ce sens. Mais aujourd'hui, avec l'évolution du secteur, le Centre congolais pour les droits du développement durable, en tout cas vu juste pour proposer ce décret, afin de réglementer ce secteur, parce que les énergies renouvelables aujourd'hui, c'est en tout cas ces énergies qui luttent contre les réchauffements climatiques, contre les effets du changement climatique. Je vous propose de suivre ce reportage réalisé à cet effet. C'était ce lundi 24 mars 2025. Il y avait premièrement les éléments de généralité. Sans énergie, il n'y a pas de développement, dit-on. Fort de cet argument, le Centre congolais pour les droits du développement durable CODED ne ménage aucun effort pour inciter le gouvernement congolais à mettre tout en œuvre afin de permettre à la population congolaise d'avoir accès à l'électricité. Outre l'hydroélectricité sur laquelle le gouvernement se tourne plus, les énergies renouvelables n'ont pas encore réellement leur place dans le programme gouvernemental. C'est le sens qu'il faut donner à cette session d'échange sur la réglementation des énergies renouvelables en République démocratique du Congo, qui rentre dans le cadre de la réforme du secteur de l'électricité en cours. Le CODED a ainsi fait un projet de décret qu'il entend soumettre au gouvernement de la République. Maître Eric Kassongo, directeur exécutif du CODED, a souligné la nécessité de légiférer sur le secteur avant même que ce dernier puisse prendre de l'ampleur. Nous sommes en train de réfléchir ensemble avec les parties prenantes présentes ici sur la nécessité de mettre à jour notre cadre légal sur le secteur de l'électricité, notamment en produisant une réglementation claire sur les énergies renouvelables que nous n'avons pas jusqu'à maintenant. Mais aussi, parmi les énergies renouvelables, il y en a qui sont faciles à développer, parce qu'ils sont moins coûteuses et qui peuvent facilement venir en appui aux efforts de production de l'énergie hydroélectrique. C'est les solaires. Avec les solaires, on peut facilement électrifier le pays. C'est comme ça que nous disons, une chose, c'est de réglementer les énergies renouvelables avec une réglementation claire, avec des incitations qui puissent encourager le secteur privé à s'intéresser au secteur. Une autre chose, c'est d'avoir une stratégie claire pour voir comment est-ce que la source d'énergie solaire peut être mise à profit pour booster le développement en électrifiant l'ensemble du pays, surtout dans le milieu rural. Sans énergie, il n'y a pas de développement. Jusqu'à présent... Par rapport à cette activité d'aujourd'hui? Non, c'est une activité qui participe à la dynamique en cours de la réforme du secteur de l'électricité. Nous sommes en train de réfléchir ensemble avec les parties prenantes présentes ici sur la nécessité de mettre à jour notre cadre légal sur le secteur de l'électricité, notamment en produisant une réglementation claire sur les énergies renouvelables que nous n'avons pas jusqu'à maintenant. Mais aussi, parmi les énergies renouvelables, il y en a qui sont faciles à développer, parce qu'ils sont moins coûteuses et qui peuvent facilement venir en appui de l'entreprise dans le milieu rural. Au cours de cette session d'échange qui a réuni plusieurs acteurs de la société civile, du secteur public et du secteur privé, il a été démontré que les énergies renouvelables sont une alternative, particulièrement dans les milieux ruraux. Mais il faudra que le gouvernement mette tout en œuvre pour un climat des affaires attractif et une fiscalité qui n'asphyxie pas les investisseurs.
Maître Patrick Mandoundou, faisant la comparaison du décret élaboré par le gouvernement depuis 2022 et celui élaboré par le CODED, il est revenu sur les goulots d'étranglement qui freinent le développement des énergies renouvelables en RDC. Nous avons besoin de savoir quelle est la politique du gouvernement. C'est au gouvernement de donner les grands axes, la stratégie et comment on le développe. Parce que je suis promoteur privé, je viens de l'Angleterre, je viens de la France, je viens m'installer au pays. Je dois savoir quelle est la politique de ce pays pour les 5 prochaines années dans les secteurs d'énergie. Nous saluons justement la venue de l'ordonnance qui parle des énergies renouvelables. Parce qu'aujourd'hui, c'est parmi les sources d'énergie qui sont sujettes à un intéressement auprès de bailleurs de fonds étrangers. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a une politique des énergies renouvelables. Donc, il n'y avait pas ça hier. Donc, aujourd'hui, je pense que c'est ce genre de stratégie que nous voulons avoir ressortir au niveau du gouvernement. Une politique d'énergie, une politique dans les axes d'intervention. Nous sommes dans les énergies renouvelables, nous sommes dans la prise en charge de risques. Nous devons savoir qu'est-ce que le gouvernement met à disposition pour que nous, secteur privé qui venons investir, nous nous sentons en sécurité. Parce que vous savez qu'un montage financier, d'abord, c'est un risque. Et pour que ça marche, il faut qu'on arrive à mitiger ces risques. Mitiger ces risques pour savoir les charges que moi je peux prendre comme promoteur, quelles sont les charges que l'État peut prendre avec moi pour supporter le coût pour que je ne perde pas et qu'on arrive à l'effet qui est celui de l'électrification. Parce qu'une fois que le projet de production sont réalisés, on multiplie la production d'énergie et puis on peut desservir la population et l'industrie. Pour être plus concret dans sa démarche, le CODED a proposé 9 éléments clés d'une stratégie solaire nationale pour la République démocratique du Congo, à même de donner une réponse à l'épineux problème d'accès à l'électricité pour la population congolaise, tout en luttant contre les effets du changement climatique. Il s'agit, entre autres, de la stratégie pour le photovoltaïque à grande échelle connecté au réseau, la stratégie pour l'autoproduction et l'autoconsommation, la stratégie de développement du réseau, la stratégie de développement de l'énergie solaire et les technologies connexes, ainsi que d'autres stratégies. Même si nous disons aujourd'hui que le gouvernement doit régulariser en réglementant les secteurs, vous avez déjà plusieurs projets solaires qui ont vu le jour. Nourou a produit 1,3 MW qui soulage la population de Goma, même s'il y a des sous-occupations actuellement. Nourou a développé d'autres projets similaires à Mounia, dans le Touri, et est en train de développer des projets similaires en Boujima. Comme vous allez au Katanga, vous allez voir que les entreprises telles que Kipai Investment produisent aussi du solaire. Hein? C'est-à-dire que ça commence à se répandre de façon informelle, sans réglementation. Mais nous disons que la réglementation viendra booster, et surtout avec une stratégie claire, et surtout montrer aux opérateurs économiques qu'en investissant dans la production de l'énergie solaire, c'est une bonne affaire. On n'avait qu'à demander à nous, voir les statistiques de nous, et concourir ainsi aux efforts du gouvernement pour donner l'énergie à tout le monde et booster le développement au niveau de la base. Garantir l'accès équitable aux énergies renouvelables, je pense que ça dépend des stratégies qui seront mises en place. Dans son intervention, l'ingénieur Idriss Moufouka a évoqué les défis auxquels les énergies renouvelables sont confrontées, même si c'est une solution adéquate et alternative au problème d'accès à l'électricité dont souffre la population congolaise. L'option levée par le CODED est une contribution significative pour doter le secteur des énergies renouvelables d'une réglementation adéquate et ainsi permettre au gouvernement de la République d'avancer dans une bonne direction concernant la réforme du secteur de l'électricité en RDC. La stratégie soit une stratégie globalisante pour toute forme d'énergie renouvelable. N'oublions pas que l'hydroélectricité, c'est la plus vieille des énergies renouvelables et c'est la plus rentable, la plus forte. Mais également, le pays en régorge un potentiel énorme de tout ce qui est solaire, même si le pays est traversé par l'axe de l'équateur. Mais il faudrait savoir que pour chaque type d'énergie issue de sources renouvelables, pour ne pas dire énergie renouvelable, présente des contraintes ou il y a des désavantages et des avantages. Et c'est pour cette raison que les expériences des autres pays, que ce soit en Europe ou en Afrique, ont démontré qu'il faudrait aller sur une démarche de mix énergétique.
L'option levée par les CODED avec le projet de décret est une contribution significative pour doter le secteur des énergies renouvelables d'une réglementation adéquate et ainsi permettre au gouvernement congolais d'avancer dans une bonne direction concernant la réforme du secteur de l'électricité en RDC, dont le taux d'électrification et d'accès à l'électricité est le plus bas et le plus faible de l'Afrique subsaharienne. Le développement durable, c'est aussi garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût abordable, conformément à l'objectif de développement durable 7. Restons encore dans le secteur de l'électricité. Sachez que le réseau Mwangaza, auquel fait d'ailleurs partie le CODED, le Centre congolais pour le droit du développement durable, avait organisé également un atelier de parties prenantes à la réforme du secteur de l'électricité. Vous le savez, il existe donc la loi de 2024 sur l'électricité, cette loi qui délibère donc ou qui libéralise le secteur de l'électricité en RDC, et cette loi a été modifiée par l'ordonnance loi du 5 février 2025. Cette réforme, en tout cas, n'a pas bénéficié du concours des autres parties prenantes. Voilà pourquoi le réseau Mwangaza, qui dispose en son sein plusieurs organisations de la société civile, a voulu attirer l'attention du gouvernement afin de mettre autour d'une table toutes les autres parties prenantes pour réfléchir sur ce secteur, pour réfléchir sur la réforme du secteur de l'électricité en République démocratique du Congo. Suivez plutôt ce reportage commenté par Bertin Kassiama Al-Bashir. En collaboration avec l'Association congolaise pour les énergies renouvelables et décentralisées, ACRD en sigle, au cours de cet atelier des parties prenantes consacrées à la réforme du secteur de l'électricité en RDC, le réseau Mwangaza a réuni ses membres venus de plusieurs provinces, le représentant de la société civile du secteur énergie et mines, les opérateurs privés du secteur de l'énergie au sein de la FEC et d'autres partenaires. Objectif, renforcer la coordination des actions des plaidoyers des parties prenantes clés pour une contribution significative à l'amélioration de l'ordonnance loi relative au secteur de l'électricité en RDC, promulguée sans consultation des autres parties prenantes. Le réseau Mwangaza n'est pas d'accord avec cette loi parce que ça n'a rien respecté. Et même alors, quand on a parlé des énergies renouvelables ou de la transition énergétique et autres, quand vous lisez la loi, c'est vide. Rien n'est dit en dehors de l'énoncé ou carrément en dehors du fait qu'on a annoncé ces notions. Et pour nous, on estime qu'on pouvait mieux faire. Et donc, déjà par le fait que cette loi n'a pas respecté la procédure parlementaire, et aussi par le fait que cette loi a intégré plusieurs aspects pour lesquels on n'est pas d'accord, on invite justement le ministre, on invite le gouvernement congolais à revenir sur cette démarche, à remettre tout le monde autour de la table, pour ne pas redire les propos de Maître Eric, mais au moins on a besoin que ce processus puisse être refait. Et peut-être une autre chose pour nous, ce contexte est propice pour qu'on rectifie. Ça veut dire, au lieu de s'empresser pour aller adopter une loi, qui ne répond pas justement à toutes les préoccupations, il est évident que l'on rectifie en mettant en place un processus qui part de la politique, qui intègre la planification énergétique, lesquels outils vont inspirer davantage et clairement d'ailleurs les modifications de la loi qui doit être bonne pour le bon développement du secteur. Et parce que la population qui est derrière pose la question, mais cette loi que vous vous empressez d'adopter, elle apporte quoi comme changement par rapport à notre situation? Donc il y a des questions essentielles que cette loi devait aborder, qu'elle n'a pas abordées, notamment la fiscalité et bien d'autres aspects. Les faits s'est enraciné en novembre 2024 lorsque les ministres des Ressources hydrauliques et électricité ont entamé une procédure pour la modification de la loi de 2014 régissant les secteurs de l'électricité en RDC, une révision qui a suscité des préoccupations majeures au sein de l'opinion publique en général et de la société civile du secteur en particulier. Retenez clairement que la position du réseau Mwangaza, c'est qu'elle n'est pas d'accord avec cette loi. Et elle invite toutes les parties prenantes à ne pas l'adopter, notamment le Parlement qui va l'adopter. On est plutôt disponible à travailler pour proposer, aux côtés des autres experts des secteurs,
ce qu'il faut pour une meilleure loi qui pourra aider effectivement le secteur à se développer. Ces organisations soulignent que la procédure ayant conduit à la promulgation de cette ordonnance-loi n'a pas bénéficié de la pleine adhésion des principaux acteurs du secteur. D'après elles, les modifications apportées contiennent trop de lacunes. Elle se concentre sur la réglementation relative à la connexion au réseau. Mais il serait nécessaire d'intégrer davantage les éléments qui sont généralement inclus dans les stratégies d'électrification rurale. La loi sur l'électricité et les stratégies d'électrification rurale ne peuvent être totalement dissociées, notamment en ce qui concerne les mini-réseaux et les questions relatives à ce qui se passera une fois que le réseau sera en place. Connexion au réseau des énergies renouvelables et code des réseaux. Pour permettre l'intégration des énergies renouvelables dans les réseaux, il est également important de mettre à jour et de développer des codes des réseaux, grid codes nationaux. Par conséquent, la loi devrait explicitement appeler à une mise à jour des codes des réseaux pour intégrer des parts plus importantes d'énergie renouvelable variable. Les documents y font allusion en évoquant la qualité de l'énergie renouvelable variable injectée dans les réseaux. Utilisation productive et incitation. Ici, il faudra définir les usages productifs au début de la loi, également à l'article 3, car il est très important de prendre en compte les usages productifs lors de la planification des mini-réseaux et du développement économique rural. Exemption fiscale pour les importations de technologies typiques à l'usage productif, par exemple les pompes à eau. Dans ces cas, l'article 118 de la loi sur l'électricité devait être modifié. Il ne devrait pas seulement inclure des incitations fiscales pour les équipements de production d'électricité, mais aussi pour les équipements destinés à des usages productifs. Cinquièmement, il faudra restaurer les mandats des provinces et au pouvoir décentralisé sur l'octroi des concessions, notamment dans les entités territoriales décentralisées. Leur rôle est essentiel pour le développement des réseaux isolés, surtout en zone rurale et minière. L'ordonnance loi supprime les mandats des entités territoriales décentralisées dans les secteurs de l'électricité. Pourtant, celles-ci sont bien placées pour stimuler le développement des réseaux isolés, notamment en zone rurale. Cela est d'autant plus le cas dans les zones à forte activité minière où les ETD disposent d'un budget considérable à investir dans les services sociaux de base. Pour rappel, la loi modifiant et complétant la loi numéro 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l'électricité en RDC a été promulguée le 5 février dernier. Voilà, Madame, Monsieur, c'est par ces reportages sur l'atelier des parties prenantes sur la réforme du secteur de l'électricité que nous bouclons cette émission vers Info qui va revenir bien sûr la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Prenez soin de vous. Et surtout, prenez soin de votre environnement qui ne va pas brûler, parce que si cet environnement brûle, c'est nous tous qui allons brûler. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine pour d'autres informations relatives à l'environnement et au développement durable en République démocratique du Congo.